Speak, prosodie rate égale 90%. Imaginez-vous être un enfant roi, manipulé par des adultes ambitieux au milieu d'une guerre brutale. Découvrez l'histoire tragique de Carlos VIII de France, un monarque utilisé comme un pion dans un jeu de puissance. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez, un instant, un enfant à peine 13, roi couronné de France. C'était Carlos VIII. Un petit monarque dans un monde d'intrigues palatiales et d'ambition excessive. Son arrivée sur le trône était un événement plein d'incertitudes, un jeune homme sans l'expérience nécessaire pour gouverner un royaume aussi complexe et puissant. Dès le début, sa vie a été marquée par la manipulation, devenant un article clé sur le conseil d'échecs de la politique européenne. Son jeune âge a fait de lui un roi vulnérable, facilement influencé par les puissants autour de lui. Les nobles, désireux de pouvoir, ont concouru pour leur faveur, cherchant à contrôler le jeune monarque, et à travers lui, le sort de la France. Vous verrez comment les décisions qu'ils ont prises autour de lui, souvent en son nom, l'éloignent de la véritable autorité réelle. Carlos VIII, malgré sa jeunesse, n'était pas une simple marionnette. Elle avait une personnalité énigmatique, dont peu de certains détails sont connus. Certaines sources le décrivent comme un jeune homme faible, facilement manipulé. D'autres le représentent comme un dirigeant avec des ambitions secrètes, un roi qui a eu du mal à trouver son propre chemin au milieu du chaos de la cour française. Quelle était la vraie nature de ce monarque énigmatique? Pensez à la France au XVe siècle, ce n'était pas un pays paisible et uni. Imaginez une mosaïque de royaumes, de ducats et de manoirs, chacun avec ses propres ambitions et se battre pour le pouvoir. Guerre presque constante, parmi des nobles puissants qui ont contesté des territoires et une vraie faveur, même contre la couronne elle-même. C'était une période d'instabilité, où la loyauté était un bien rare et une trahison, une monnaie ordinaire. Les guerres entre l'anglais et le français ont continué à quitter leurs cicatrices. Les 100 ans, bien que techniquement terminés, avaient laissé un héritage de ressentiment et des différends territoriaux non résolus. N'oubliez pas que la noblesse française, faim de pouvoir et de richesse, a constamment demandé l'opportunité d'étendre ses domaines ou de se venger des anciens rivaux. Chaque noble était un joueur dans un jeu de puissance complexe, où les alliances ont été formées et ont rompu avec la même facilité qu'une promesse. En plus des guerres externes, l'ambition interne du royaume. Et la couronne française, bien que puissante, n'avait pas de contrôle total sur ses vassaux. Les nobles, avec leurs armées privées et leur loyauté changeante, représentaient une menace constante pour la stabilité du royaume. Chacun a cherché à augmenter son influence, contestant le roi et ses décisions, même dans la cour elle-même. C'était un climat de complot et de trahison, où la survie dépendait de la capacité de naviguer dans les eaux. Perfect. Eh bien, imaginez un bébé, Carlos, né en 1470. Il n'était pas un enfant, il était l'héritier du trône de la France, bien que son arrivée dans le monde ne soit pas précisément un moment de paix et de tranquillité. La France, comme je vous l'ai dit, était en guerre, un véritable foyer de conflit. Son enfance était marquée par l'instabilité politique, grandissant entre les intrigues et les luttes de pouvoir qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les contes de fées. Ses premières années ont été une succession de gardiens et de régents, des figures qui ont tenté de contrôler le pouvoir en son nom. Pensez à lui, un petit enfant, entouré d'adultes de ses propres programmes, manipulé à volonté. Elle n'avait pas d'enfance normale, sans préoccupation. Au contraire, une enfance politique, chaque décision prise par d'autres en son nom, même la plus triviale. L'éducation qu'il a reçue, bien que destinée à le forger en tant que roi, était loin d'être complète. Plus que d'apprendre à gouverner, il a appris à survivre dans un environnement hostile et perfide. Les leçons de stratégie militaire sont venues avant la philosophie ou les sciences humaines, une triste réalité de l'époque. Son enfance était une formation involontaire pour la guerre, une préparation à un avenir incertain. Mais qu'en est-il d'un bébé roi? Vous avez besoin de régents, non? Là Louis XI entre, votre grand-père rusé. Lui, le roi avant Carlos, s'est assuré que tout fonctionnait à sa manière, même de la tombe. Bien qu'il soit déjà mort, son influence planait sur le terrain, gérant les fils de l'au-delà, ou du moins, cela semblait. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Et puis il y a Anna de Beaujeu, votre tante. Elle était la véritable force derrière le trône, ce qui a vraiment pris des décisions. Imaginez. Une femme dans un monde dominé par les hommes, manipulant les reines du royaume français. Une vraie reine dans l'ombre. Louis XI, de sa plage politique, et Anna, avec sa fermeté et sa ruse, a dirigé la régence. Ce fut une période complexe, pleine d'intrigues et de luttes pour le pouvoir. Pensez Y. Un enfant roi, une tante puissante et l'ombre d'un roi décédé. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Mais la tranquillité de la régence s'est bientôt cassée. Juste un enfant, vous, Carlos VIII, vous étiez au milieu d'un maelstrom politique. La guerre de succession de Breton. Britannie, un duché indépendant, était en litige, et la France voulait une tranche de gâteau. Imaginez. Vous, un bébé roi, transformé en une pièce clé sur la planche d'échecs européenne. Les ambitions des nobles français, la voracité de votre grand-père de la tombe. Tout était entrelacé pour s'impliquer dans une guerre que vous avez à peine compris. Le conflit tournait autour de la succession du duché. Diverses familles nobles ont revendiqué le trône breton, et la France, sous l'influence des régents et des ambitions de Louis XI, s'est impliquée pour soutenir une partie particulière. Pensez à la pression. Même sans comprendre le conflit,
Vous étiez le visage de l'intervention française, un outil entre les mains des adultes ayant des intérêts cachés. Votre nom a été utilisé pour justifier les guerres, les alliances et les trahisons. La guerre n'était pas une simple bataille, mais un réseau complexe d'alliances et de trahisons. L'Angleterre, toujours vigilante, s'est également impliquée, ajoutant une autre couche de complexité au conflit. Pour vous, un enfant du roi, tout était un mystère. Les décisions qui ont été prises en votre nom, les conséquences d'une guerre qui a été menée en votre nom, c'était une leçon difficile de politique médiévale, apprise sur le champ de bataille, à travers le bruit des épées et le poids d'une couronne trop grande pour votre tête. Mais vous, Carlos, n'étiez qu'un seul morceau sur le tableau. Anne de Beaujeu, votre régent. Elle, la fille de Louis XI, une femme intelligente et ruse, a géré les fils de pouvoir avec une maîtrise unique. Pendant que vous jouiez avec vos jouets, elle a négocié des alliances, contrôlé la noblesse et assuré la stabilité du royaume. Son objectif: garder la couronne fermement entre vos mains, mais sous son fort contrôle. Sa stratégie était basée sur la discrétion et la manipulation. Elle n'a pas cherché le pouvoir ostentatoire, mais le vrai pouvoir, qui est exercé à partir des ombres. Avec des mouvements qualifiés, il a neutralisé vos ennemis, apaisant leurs ambitions avec des promesses et des mariages stratégiques. N'oubliez pas que chaque décision, chaque rendez-vous, chaque traité, a été placé soigneusement dans leur jeu complexe. Alors que la guerre de succession de Bretons vous a absorbé, Anne a consolidé sa position. Elle savait comment profiter des litiges entre les nobles, semer la discorde entre eux pour les affaiblir et maintenir leur propre pouvoir intact. Son influence s'est étendue dans tout le royaume, atteignant tous les coins du gouvernement. Sans vous, l'enfant roi, vous remarqueriez la véritable force qui opérait autour de vous. Imaginez, vous, le réseau complexe d'alliances qui entourait Carlos VIII. Le duc de Brittany, Francisco II, initialement un allié, est devenu un obstacle aux ambitions françaises à Brittany. N'oubliez pas que les alliances à l'époque n'étaient pas des liens inébranlables, mais des accords fragiles basés sur les commodités politiques et la peur des ennemis plus puissants. Et la loyauté a été achetée et vendue, et la trahison était une monnaie ordinaire. Maximiliano I, empereur du Saint-Empire romain, initialement allié à la France, mais les ambitions territoriales des deux les ont rapidement fait face. Pensez à la complexité. Maximiliano était marié à Maria de Bourgogne, héritière d'un riche duché, qui a fait de lui un acteur clé du Conseil d'administration européen. Son alliance avec la France était une stratégie, mais la trahison a toujours traqué. Même au sein de la cour française elle-même, les intrigues palatiales ont menacé la stabilité du règne de Carlos. Anne de Beaujeu, son régent, a tissé un réseau d'alliances pour maintenir le contrôle, tandis que d'autres nobles ont conspiré dans l'ombre, à la recherche de leur propre avantage. Et la trahison était un risque constant, une menace latente qui cachait le jeune roi. Au prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Mais Brittany n'était pas le seul front. Vous, en tant qu'observateur de l'histoire, vous verrez comment Carlos VIII, toujours un enfant, avait commencé à montrer un tempérament inattendu. Les intrigues de la cour, les pressions des nobles ambitieux. Tout ce qui a commencé à forger leur caractère. Ce n'était plus seulement un pion dans un jeu d'échecs, mais petit à petit, il a commencé à déplacer ses propres pièces. Regardez comment leurs décisions, bien que toujours influencées par leurs réalisateurs, ont commencé à refléter leur propre volonté. N'oubliez pas la pression constante des nobles, chacun avec ses propres programmes. Mais Carlos VIII, malgré sa jeunesse, a démontré une capacité à discerner, à choisir entre les conseils contradictoires qu'il a reçus. Ce fut un processus lent, un apprentissage lent. Ce n'était pas une transformation instantanée, mais une évolution progressive. Vous verrez comment, à travers de petits actes, de décisions apparemment insignifiantes, Carlos VIII a commencé à construire son propre règne. Les alliances ont changé, les trahisons se sont multipliées, mais lui, le roi, a appris à naviguer dans cette mer turbulente. Mais le jour est venu. Vous, témoin de l'histoire, vous verrez Carlos VIII, juste un adolescent, réclamer ce qui lui appartenait à droite. Le 23 août 1483. À l'âge de 13 ans, la régence est terminée. Des années de tutelle, des intrigues du tribunal, des décisions prises en son nom. Tout ce qui s'est terminé. Un jeune roi, toujours inexpérimenté, mais avec la détermination de gouverner avec son propre et ses paroles. Imaginez la scène. Le poids d'une couronne fraîchement placée sur sa tête, la responsabilité d'un royaume entier sur ses épaules. En tant qu'observateur privilégié, vous comprenez le défi qu'il a représenté pour un si jeune garçon. Et la pression des nobles, les attentes du peuple, la nécessité de prouver leur valeur. Tout ce qui est tombé sur leurs épaules fragiles. Mais Carlos VIII était prêt à y faire face. La fin de la régence ne signifiait pas un changement immédiat et radical. Vous verrez comment le jeune roi, conseillé par ses réalisateurs, a commencé à prendre ses propres décisions, bien qu'avec la prudence. Le processus de transition était progressif, mais indéniable. Carlos VIII a commencé à consolider son pouvoir, pour se débarrasser des influences qu'il avait gardées dans l'ombre pendant son enfance. Petit à petit, King Child est devenu roi tout au long de l'extension de la parole. Il y avait donc Carlos VIII, un enfant roi avec un royaume dans ses mains et un rêve géant dans son cœur. L'Italie. Ce n'était pas seulement une ambition territoriale, vous comprendrez, mais la récupération d'un royaume perdu pour la couronne française. Naples, ce joyau du Sud, a résonné dans l'esprit de ses réalisateurs, un trésor à revendiquer, un droit ancestral qui a été perdu au cours des siècles.
L'idée d'une campagne italienne n'était pas nouvelle. Des générations de rois français en avaient rêvé. Mais Carlos, avec sa jeunesse et son énergie, l'a transformé en obsession. Le royaume de Naples, avec sa richesse et son emplacement stratégique, représentait une pièce clé pour le contrôle de la Méditerranée et pour la France, une porte à l'expansion et au pouvoir. Pour vous, il est facile de voir l'ampleur du pari. Le rêve de l'Italie, et en particulier, la conquête de Naples, est devenu le moteur de la politique française au cours des années suivantes. Pour vous, l'imaginer est facile. Un jeune roi, motivé par l'ambition et la promesse de gloire, se prépare à une aventure qui changerait le cours de l'histoire. Le rétablissement de Naples est devenu une question d'honneur, de fierté nationale, dans quelque chose qui définirait son règne. Mais comment un enfant roi est-il prêt à conquérir l'Italie? Ce n'est pas aussi simple que de rassembler quelques soldats, non? Tout d'abord, vous deviez obtenir l'argent. Imaginez. Carlos avait besoin de financer une énorme armée, de payer le transport, de l'équipement, une fortune. Vous avez dû augmenter les impôts, demander des prêts aux banquiers les plus puissants et même vendre des joyaux de la couronne. Tout pour financer votre projet ambitieux. Puis les troupes. Non seulement vous aviez besoin de soldats, mais aussi de mercenaires, de gens de différents royaumes, avec des loyautés différentes, un vrai puzzle. Pensez à la logistique. Recrutez, équipez, entraînez-vous. C'était une énorme armée, un mélange de chevaliers français, d'archers anglais et de soldats de fortune de toute l'Europe. Une force considérable, mais aussi un groupe hétérogène qui pourrait être difficile à contrôler. Prosodie, speak, prosodie rate égale, 90%. Et enfin, l'offre. Une si grande armée avait besoin de nourriture, d'armes, de chevaux, une immense quantité de ressources. Nous avons dû organiser les transports, les routes, les entrepôts. Imaginez la difficulté de garder une armée en mouvement pendant des mois, loin de chez eux. Toute défaillance de la chaîne d'approvisionnement pourrait signifier la catastrophe. Vous aviez besoin d'une armée et de ce que vous aviez une armée. Messieurs français, fiers et courageux, avec leur brillante armure et leurs lances imposantes. Des milliers d'entre eux, prêts à vous suivre jusqu'à la fin du monde, ou du moins, en Italie. Mais étaient-ils invincibles? Bien sûr que non. N'oubliez pas que beaucoup de ces guerriers étaient des mercenaires, fidèles uniquement à ceux qui les ont le mieux payés. Et leur loyauté était aussi volatile que le climat dans les Alpes. Votre artillerie, bien que moderne pour l'époque, était limitée. Vous n'aviez pas la quantité de canons dont vous auriez besoin pour un endroit prolongé, et sa mobilité était un problème dans un pays difficile. Il pense à la logistique. Se nourrir, équiper et maintenir une si grande armée des milliers de kilomètres à domicile était une tâche titanesque, qui nécessitait une organisation impeccable et une chaîne d'approvisionnement efficace, quelque chose qui n'était pas toujours accompli. Et enfin, mais surtout, la question de l'expérience. Alors que vous aviez une grande armée bien équipée, beaucoup de vos soldats n'avaient pas combattu dans de grandes batailles à l'échelle. Faire face à des vétérans italiens, bronzés dans un millier de batailles, serait un énorme défi. Sa connaissance de la terre et de ses tactiques de guerre pourrait être la clé pour contrer votre supériorité numérique. Mais attendez, une armée entière traversait les Alpes. Ce n'était pas seulement une question de courage, mais de logistique pure et dure. Imaginez. Des milliers d'hommes, des chevaux, des voitures de fourniture, tout ce qui ascendant pour ces pics imposants. La terre était perfide, le climat imprévisible et chaque étape représentait un défi monumental. Les ingénieurs militaires ont dû transpirer l'encre pour trouver les meilleures étapes, et vous, Carlos, devriez pleinement faire confiance à leur expertise. L'offre était un cauchemar. Chaque équipement, chaque bouchée de nourriture, chaque goutte d'eau devait être transportée à travers des routes escarpées et dangereuses. Les tempêtes de neige pourraient isoler vos troupes en quelques heures, laissant beaucoup à la merci du froid et de la faim. Vous avez dû prendre des décisions cruciales en temps de crise. Décider des voies à suivre et des fournitures que les fournitures priorisent pour assurer la survie de votre armée. En plus de la météo et de la logistique, la défense était une autre préoccupation constante. Les Alpes n'étaient pas seulement un défi physique, mais aussi un terrain idéal pour une embuscade. Les bandes de mercenarios, ou même les habitants de la montagne eux-mêmes pourraient profiter de la terre pour attaquer vos troupes, affaiblir votre armée et mettre votre stratégie sous contrôle. Chaque étape doit être calculée. Chaque mouvement planifié de précision pour assurer le succès de l'expédition. Et donc, après la traversée épique des Alpes, vous êtes arrivé en Italie. Votre jeune armée, fatiguée mais victorieuse, s'est rencontrée contre Naples. Et la ville, avec ses murs imposants, semblait imprenable. Mais la situation interne était autre chose. Le royaume a été divisé, avec différentes factions luttant pour le pouvoir. Ceci, mon ami, était votre grand avantage. Vous avez profité des litiges internes et des changements d'alliance. Avec une série de manœuvres lumineuses, vous avez surpris vos ennemis. Les défenses, affaiblies par des luttes internes, se sont effondrées avec une relative facilité. Ce n'était pas une conquête sanglante et prolongée, mais une prise rapide et presque surprenante de la ville. Et la noblesse napolitaine, divisée et en conflit, n'a pas offert de résistance unifiée. Imaginez la scène. Vous, un jeune roi, conquérant l'un des royaumes les plus importants d'Italie à une vitesse incroyable. Et la nouvelle a été diffusée comme une poudre à canon dans toute l'Europe. La vitesse de votre victoire a fait de vous une légende, au moins pendant un certain temps. Mais rappelez-vous, un ami, des conquêtes rapides cachent souvent des problèmes plus profonds, et cette très brillante victoire à Naples ne serait pas l'exception.
Prosodie. Speak. Speak. Prosodie rate égale 90%. Mais la conquête de Naples n'est pas passée inaperçue. En Italie. La victoire rapide de Carlos VIII a généré un mélange d'étonnement et de peur. Les États italiens, habitués à leur propre lutte de pouvoir, ont vu avec préoccupation l'arrivée d'une armée étrangère aussi puissante. Florence, par exemple, s'est sentie menacée, craignant l'expansion française envers ses territoires. N'oubliez pas que le roi français n'était pas seulement un jeune roi, mais le chef d'une armée puissante qui avait conquis Naples avec une facilité surprenante. Au-delà de l'Italie, la nouvelle de la conquête a résonné dans toute l'Europe. Les autres rois et dirigeants ont observé soigneusement les mouvements de Carlos VIII, se demandant quels seraient leurs prochains objectifs. Le succès à Naples a démontré la puissance militaire française et la vulnérabilité des États italiens. Pour certains, c'était une opportunité. Pour d'autres, une menace. L'équilibre des pouvoirs en Europe avait considérablement modifié et les alliances existantes ont été remises en question. L'ambition des jeunes de Carlos VIII, sa victoire rapide et l'occupation ultérieure de Naples ont provoqué une réaction en chaîne. Les rois, préoccupés par l'expansion française, ont commencé à former des alliances pour contrer leur pouvoir. Un avenir incertain a été aperçu, plein de tensions et de guerres, où la figure du jeune roi français est devenue le centre de tous les yeux. Un facteur imprévisible qui pourrait changer le sort de l'Europe. Vous êtes vous-même assisté à ce moment crucial. Mais son triomphe à Naples lui a apporté de puissants ennemis. Le pape Alejandro VI, membre de la puissante famille de Borgia, a vu l'ambition française suspecte. Elle craignait que Carlos VIII, avec son armée victorieuse, n'interfère dans les affaires italiennes, menaçant le pouvoir papal. N'oubliez pas que le pape n'était pas seulement un chef religieux, mais aussi un acteur clé de la politique italienne. Fernando II d'Aragon, roi d'Espagne et de Sicile, s'est également senti menacé. Et la conquête de Naples a directement affecté leurs intérêts dans la région. Lui et Carlos VIII étaient des cousins. Mais cela n'a pas empêché Fernando de voir Carlos comme une menace pour son pouvoir, et a rapidement rejoint la Ligue des ennemis qui s'est formée contre le roi français. Mais non seulement le pape et Fernando se sont opposés à Carlos VIII. Les différents États italiens, comme Venise, Milan et la Florence des Médicis, ont également formé une ligue contre lui. Chacun avait ses propres raisons de craindre le pouvoir français. Certains ont cherché à maintenir leur indépendance et d'autres ont vu l'occasion de bénéficier de la faiblesse de leurs rivaux. L'ambition de Carlos VIII avait déclenché un réseau complexe d'alliances et d'inimitiés. Mais la victoire de Carlos VIII à Naples n'a pas duré longtemps. Son ambition a déclenché la fureur des puissants. Regardez, le pape Alejandro VI, un homme rusé et ambitieux, appartenant à la famille Borgia, a vu en présence française une menace pour son pouvoir. Et elle craignait le progrès de la France en Italie et a décidé d'agir. Ainsi, Alejandro VI a formé la Santa Ligue, une puissante alliance conçue pour expulser les Français d'Italie. Vous imaginez l'ampleur de ceci. Le pape, le roi Ferdinand II d'Aragon a uni ses forces. Oui, le même que Granada a conquis, le roi Federico I de Naples, expulsé par Carlos VIII, et l'empereur Maximiliano I du Saint-Empire romain germanique. Une force imparable. Chacun avait ses propres raisons de rejoindre la Ligue, mais l'objectif était commun. Arrêter l'expansion française. Fernando de Aragon voulait récupérer le contrôle de Naples. Federico, bien sûr, aspirait à récupérer son royaume. Maximiliano, quant à lui, a vu dans l'alliance l'occasion d'augmenter son influence en Italie et de contrer le pouvoir de la France. Pensez à la complexité des alliances et des intérêts en jeu. Alors, imaginez, la Santa Ligue est venue sur Carlos VIII. Elle avait sous-estimé ses ennemis, non? Il croyait que sa conquête rapide de Naples ferait de lui le roi incontesté d'Italie, mais il avait tort. La réponse a été immédiate et furieuse. L'armée française, fatiguée et avec des fournitures diminuant, a été soudainement entourée d'une coalition beaucoup plus nombreuse et puissante. Et la confrontation qui changerait le cours de sa campagne approchait. La bataille de Fornovo. La bataille de Fornovo, en juillet 1495, était un vrai chaos. Vous imaginez le bruit, la poussière, l'odeur de la poudre à canon et de la sueur. L'armée française, bien que plus faible, a combattu avec courage, profitant de la tactique de la formation de bataille en coin, essayant de briser les lignes ennemies. Et la cavalerie française, malgré sa moindre quantité, a chargé furieusement, cherchant à se diriger entre les troupes de la Santa Ligue. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. La bataille était indécise. Une lutte féroce où le courage et la stratégie se sont entrelacés dans une danse mortelle. Aucune des parties n'a remporté une victoire claire. À la fin de la journée, les deux armées étaient épuisées, avec d'importantes victimes. Bien que techniquement, Carlos VIII a réussi à prendre sa retraite. La bataille de Fornovo a marqué le but efficace de ses ambitions italiennes. Eh bien, la victoire à Fornovo était pyrrhica. Vos armées, fatiguées et décimées, ont été forcées de prendre leur retraite. Et la conquête rapide de Naples était devenue un rêve lointain. La Santa Ligue, bien qu'elle ne vous ait pas complètement vaincu, avait arrêté votre avance, et le chemin du retour en France a été aperçu longtemps et dangereux. Chaque étape était une lutte contre la fatigue, la faim et la menace constante de l'embuscade. La logistique était une catastrophe. L'approvisionnement de vos troupes était précaire et l'abandon est devenu un problème grave. Les ennemis,
renforcés par votre retrait, vous ont constamment harcelé, profitant de chaque occasion pour attaquer vos flancs affaiblis. Et la vision d'une victoire rapide et facile en Italie s'était estompée, remplacée par la dure réalité d'une défaite coûteuse et humiliante. L'ambition de conquérir l'Italie a échoué fort. Non seulement vous n'aviez pas réussi à consolider vos conquêtes dans le sud, mais vous aviez perdu une grande partie de votre armée et de votre prestige. Le rêve d'un empire français en Italie était devenu un cauchemar, et votre retour en France ne serait pas connu non pas comme une victoire, mais comme un échec humiliant. Le retrait est devenu un vol précipité, laissant derrière lui l'écho d'une campagne mal planifiée et mal exécutée. Le retrait de l'Italie vous a laissé un goût amer, non? Malgré la démonstration initiale de la force, la campagne était coûteuse. Des milliers de soldats ont péri, non seulement dans les batailles, mais aussi pour les maladies et la fatigue. Votre vrai trésor, déjà réduit par les dépenses de la guerre, a subi un coup dévastateur. Le prestige français, bien que non détruit, avait été affecté par l'absence d'une victoire énergique. Mais tout n'était pas des pertes. Et la campagne, bien que ratée dans son objectif principal, vous avez donné une expérience militaire inestimable. Vos généraux ont appris des leçons cruciales sur la logistique et la guerre contre les champs étrangers. De plus, la brève occupation de Naples vous a permis de vous familiariser avec les complexités politiques de l'Italie, des informations qui pourraient être utiles dans les campagnes futures. Bien que la conquête de Naples ait disparu, la campagne italienne a servi à démontrer la force militaire française sur la scène européenne. Bien que la domination totale n'ait pas été obtenue, la présence française en Italie avait été établie, ce qui, à long terme, pourrait signifier un avantage stratégique pour la France. L'expérience, malgré son coût élevé, vous avez appris une leçon précieuse. La conquête de l'Italie nécessiterait une stratégie plus élaborée et un plus grand investissement de ressources. Oui, le retrait était une boisson amère. Mais l'ambition de Carlos VIII ne s'est pas désactivée avec la défaite en Italie. Son règne, bien que court, a été marqué par un empressement expansionniste qui l'a amené à rêver de la conquête de Naples et de la restauration de l'ancien royaume de Franco en Italie. N'oubliez pas qu'il était un jeune roi, plein d'énergie et avec une grande armée derrière lui, prêt à l'action. Malgré ses rêves impériaux, ses réalisations étaient limitées. Et la campagne italienne, bien que réussie, a été arrêtée par la résistance des États et des alliances italiens qui se sont formés contre. Ces victoires étaient éphémères et le coût humain et économique était énorme. Pensez à l'effort et au prix que vous avez payé pour chaque petite avance. Son règne, malgré sa courte durée, a laissé une marque sur l'histoire. L'ambition de Carlos VIII de restaurer le pouvoir français en Italie a jeté les fondements des futures campagnes et conflits. Mais il a également démontré les difficultés de l'expansion militaire dans un scénario aussi complexe que l'Italie de la Renaissance, pleine de puissants états-villes et d'alliances complexes. C'était une leçon difficile, non? Eh bien que son règne soit court, l'ambition italienne de Carlos VIII a laissé une marque profonde. Pensez Y. Son expédition, bien que militairement échouée, a ouvert l'appétit de la France par les conquêtes italiennes, quelque chose qui marquerait la politique française pendant des décennies. Ce fut le début des guerres italiennes, une époque de conflits et des difficultés pour le pouvoir dans la péninsule. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90% à court terme. La mort de Carlos VIII a quitté la France dans une situation incertaine. Son règne, si bref et plein d'ambition, s'est terminé sans héritier clair, générant une instabilité politique qui a affecté le pays. Imaginez la tension devant le tribunal, les différends sur le pouvoir et l'incertitude sur l'avenir du royaume. À long terme, cependant, son impact était plus durable. Son incursion en Italie, même s'il se retrouvait à la retraite, a jeté les fondements des futures interventions françaises dans la péninsule. N'oubliez pas qu'il a ouvert la boîte de Pandora, éveillant les ambitions d'autres puissances européennes et a commencé des décennies de conflits qui ont redessiné la carte de l'Europe. Eh bien, que pensez-vous si nous parlons de Carlos VIII en personne? C'était un roi impulsif, oui, avec une énergie presque débordante. Ses décisions ont souvent été prises avec la vitesse de la foudre, sans trop de délibération. Imaginez un jeune roi, plein de vigueur et avec une vision, bien que parfois quelque peu précipitée, du monde. Cette vision, je vous le dis, était la clé. Malgré son impétuosité, Carlos VIII avait une idée claire de ce qu'il voulait. Revendiquer le royaume de Naples et étendre le pouvoir français. Ce n'était pas une petite vision, non. Pour lui, c'était un objectif réalisable, bien que beaucoup le considèrent comme un fou ou un rêveur. Son impulsivité, bien qu'il le conduisait parfois à des erreurs stratégiques, était aussi son moteur. Et elle n'a pas hésité à prendre des risques, à se lancer dans l'aventure. Pensez à l'audace de sa campagne italienne. Un mouvement risqué, mais cela reflétait sa vision et sa confiance en soi, bien que beaucoup le considéraient comme imprudente. Ainsi, bien que nous le considérons comme un roi impulsif, il se souvient que derrière cette impulsivité il y avait une vision, une ambition que, bien qu'elle ne se soit pas toujours traduite par un succès militaire, a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la France et de l'Europe. C'était un roi qui, malgré ses échecs, a osé rêver grand. Mais qui l'a conseillé? Il y avait la ruse Louise de Orléans, son oncle, un homme avec une longue expérience politique et une ambition qui correspondait à sa ruse. Lui, avec d'autres, a essayé de guider le jeune roi, parfois avec succès, d'autres fois. Eh bien, disons que les choses étaient assez compliquées. N'oubliez pas que Carlos était impulsif, et c'était difficile pour quiconque de le contrôler complètement.
Un autre caractère crucial était Anne de Beaujeu, le régent que la France avait gouverné avant l'âge de Carlos. Bien qu'il n'ait plus le pouvoir formel, son influence sur le jeune roi était indéniable. Elle représentait la sagesse et l'expérience d'un gouvernement plus stable, quelque chose qui contrastait profondément avec la personnalité de Carlos. Pensez à la tension entre l'expérience d'Anne et l'impulsivité des jeunes de Carlos. La cour française, à l'époque, était pleine de nobles avec ses propres programmes, dont beaucoup désireux de profiter de l'inexpérience du roi. Certains réalisateurs ont agi à la fidélité, d'autres ont cherché leurs propres bénéfices, et certains ont même conspiré dans l'ombre. Imaginez le jeu de puissance complexe qui a été développé autour du jeune roi, un tableau d'échecs où chaque pièce représentait une famille puissante ou un individu ambitieux. Imaginez la cour de Carlos VIII, vous un foyer de nobles, des dames avec des robes richement brodées, des messieurs avec une armure brillante et des serviteurs sans fin qui s'efforcent entre les tapisseries et les chandelles. Le palais Amboise, avec ses tours imposantes, était le stade de danses somptueuses, de tournois chevaleresques et de banquets opulents. Et la vie en cour était un spectacle constant, un tourbillon d'intrigues, de romans et de pouvoir. Mais tout n'était pas de la luminosité et de la splendeur. Sous la surface de l'opulence, les rivalités et les complots étaient cachés. Des familles nobles ont concouru pour une vraie faveur, tissant des alliances et tracent des intrigues pour augmenter leur influence. N'oubliez pas que Carlos VIII était un enfant king enfant, et sa cour était un champ de bataille où le pouvoir était contesté sans caserne. Des décisions importantes ont été prises entre des scènes, dans des réunions secrètes et des chuchotements. La vie quotidienne en cour a tourné autour de l'étiquette et du protocole. Chaque mouvement, chaque mot, était soigneusement réglementé. Des rituels élaborés de la nourriture aux cérémonies de la cour, tout a été conçu pour souligner la majesté du roi et l'ordre social. Pour vous, cela signifiait une vie régie par des règles strictes et une lutte constante pour maintenir une vraie faveur et une position sociale. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais en retournant au tribunal, pouvez-vous imaginer les agressions causées par l'union de Carlos VIII avec Anna de Brittany? Ce n'était pas un mariage simple, c'était un élément clé du Conseil politique européen. Anna, héritière du duché de Brittany, était un butin convoité, un territoire riche et stratégique que de nombreux rois ont ambitionné. Pour Carlos, il voulait dire consolider son pouvoir et étendre les frontières françaises. Son mariage, tenu en 1491, n'était pas exempté de controverses. Carlos, un roi encore jeune et inexpérimenté, a fait face à l'opposition d'autres prétendants de la main d'Anna, y compris le roi Henrique VII d'Angleterre. L'union avec Anna a non seulement donné Brittany, mais a également fourni un allié puissant et une richesse considérable. Pensez aux implications. Le contrôle de la Bretagne signifiait l'accès aux ports importants, aux ressources économiques et à une position stratégique contre l'Angleterre. Pour Anna, le mariage représentait un moyen de protéger son duché contre les invasions possibles et d'assurer son avenir. C'était une union politiquement stratégique, un mouvement d'échec dans le départ complexe qui était l'Europe de l'époque. Mais la vie de Carlos VIII, si pleine d'ambition, avait une fin abrupte. Imaginez un jeune roi, à l'aube de son pouvoir, victime d'un accident. Un simple coup à la tête, lors d'un jeu de balle, a mis fin à son règne. Pouvez-vous imaginer le choc devant le tribunal? L'enfant king, qui avait conquis Naples, a disparu en un instant, laissant un immense vide de pouvoir. Sa mort, à un si jeune âge, a laissé la France dans une situation délicate. Sans héritier direct, la succession du trône est devenue une affaire cruciale. Les intrigues palatiales, les ambitions de nobles puissants, tout a éclaté après le départ inattendu du roi. L'avenir de la France a battu un fil entre les mains de ceux qui ont cherché à contrôler le pouvoir. La mort de Carlos VIII a non seulement marqué la fin d'une époque, mais a également reconfiguré la carte politique européenne. Ses conquêtes en Italie, par exemple, ont été menacées. L'aspirateur de puissance qu'il a laissé a ouvert la porte à de nouvelles alliances, conflits et conflits territoriaux. Et la base, si fragile, c'est de nouveau brisé. Pensez aux conséquences à long terme. Comment la mort d'un seul homme peut changer le cours de l'histoire. Un coup, un roi tombé, et la France était soudainement sans son monarque. Vous, en tant que spectateur de cette histoire, vous vous demanderez qui héritera du trône. La réponse, mon ami, est Louis XII, duc d'Orléans, un parent éloigné mais avec une ambition excessive et un œil sur le trône pendant longtemps. Son ascension n'était pas exemptée de défis, car la succession n'était pas entièrement claire, mais sa ruse et ses alliances l'ont conduit à la couronne. Louis XII, un héritier inattendu, a trouvé un royaume en pleine effervescence. Et la mort de Carlos VIII a laissé un vide de pouvoir qu'il était chargé de remplir rapidement. Imaginez un nouveau roi, avec de nouvelles idées, prêt à mettre en œuvre ses propres stratégies politiques et militaires. Mais son règne n'était pas exempté de problèmes, il a dû consolider son pouvoir, et il l'a fait d'une main ferme. Son regard se dirigea vers l'Italie, un objectif que Carlos VIII avait poursuivi avec ferveur. Louis XII, avec une vision stratégique plus calculée, n'a pas été lancé dans la conquête aveugle. A eu lieu de cela, il a tissé des alliances, a préparé ses armées et a entrepris la conquête italienne avec un plan plus méticuleux. Cette ambition, cette vision à long terme, marquerait un nouveau chapitre de l'histoire de la France. Un chapitre où la diplomatie et la stratégie militaire étaient liées. Mais qui était vraiment Carlos VIII? Vous, qui avez suivi son histoire jusqu'à présent, vous demanderez s'il s'agissait d'une simple marionnette entre les mains d'ambitieux administrateurs,
ou s'il avait un degré de contrôle sur leur propre destin. Sa courte vie, marquée par l'instabilité politique, nous laisse avec de nombreuses questions. A-t-il pu prendre ses propres décisions, ou était-il complètement à la merci des intrigues du tribunal? Son ambition de conquérir Naples, était-ce sa propre décision ou le résultat de l'influence de nobles puissants qui ont cherché à étendre leur pouvoir et leur influence? Il considère qu'à son jeune âge, Carlos VIII équivalait au trône au milieu d'une France encore instable. Et la pression de la noblesse, toujours soucieuse de pouvoir, aurait pu le guider dans ses décisions les plus importantes. Analysons les lettres, les documents, les chroniques de l'époque. Prosodie, speak. Speak, le prosodie rate égal, 90%, malgré sa jeunesse et son manque d'expérience, Carlos VIII a montré des moments de décision et de courage. Sa campagne italienne, bien que finalement échouée, démontre un certain degré d'initiative et d'audace. Était-ce une décision impulsive ou un calcul stratégique qui s'est mal passé? La réponse n'est pas simple et nécessite d'analyser le contexte politique et militaire de l'époque. N'oubliez pas que l'histoire n'est pas en noir et blanc, et la figure de Carlos VIII est un exemple. Alors, comment Carlos VIII est-il arrivé à l'image que nous avons de lui aujourd'hui? Un enfant faible roi, manipulé sans cesse ou autre chose? La réponse, mon ami, est complexe. L'histoire, comme vous le savez, est écrite par les vainqueurs, et dans le cas de Carlos VIII, le récit a été construit à travers les siècles, moulé par les intérêts de ceux qui l'ont écrit. Il a souvent peint comme un roi naïf, facilement influencé, une marionnette entre les mains de ses ambitieux conseillers. Mais cette image, bien que partiellement vraie, cache également les nuances. Certains historiens mettent en évidence leur courage dans la campagne italienne, leur audace face à des pouvoirs majeurs. Et sa courte durée de vie, pleine d'événements transcendantaux, a contribué à une légende, un mélange d'échecs et de succès qui fascine et continue d'être l'objet du débat. Son règne, bien que bref, a laissé une marque, mais pas toujours celle souhaitée. La construction de son héritage a donc été un processus d'interprétation et de réinterprétation constante. Selon la perspective historique, il a été considéré comme un roi inepte ou un roi visionnaire, un simple pion ou un joueur audacieux. Vous, après avoir tourné votre histoire, vous pouvez vous former votre propre opinion. Qu'en penses-tu? Comment définissez-vous l'héritage de Carlos VIII? Pensez aux autres rois de l'époque, vous. Henrique VII d'Angleterre, par exemple, rusé et calculant, consolidant son pouvoir avec des mariages stratégiques et une main ferme. Ou Fernando et Isabelle en Espagne, forgeant une nation puissante à travers la reconquête et le parrainage de Colonne. Carlos VIII, en comparaison, ressemble à un enfant perdu dans un jeu pour adultes, non? Sa jeunesse a joué une mauvaise passe, a empêché la maturité politique nécessaire pour naviguer dans les eaux complexes de l'Europe de la Renaissance. Contrairement à ces monarques qui ont construit leur pouvoir par la stratégie et la diplomatie, Carlos VIII a été traîné par les ambitions de ses réalisateurs. Alors que d'autres rois ont forgé des alliances, il s'est jeté dans la conquête de l'Italie conduite par le rêve de récupérer le royaume de Naples. Un rêve qui, comme nous le verrons, s'est avéré être une illusion dangereuse et coûteuse. Son manque d'expérience et sa dépendance à l'égard des autres ont fait de lui un article sur le board européen de jeu. Regardez la différence, vous, alors que des rois comme Louis XI de France, bien que manipulatoires, aient montré une intelligence politique aiguë et un contrôle du fer sur son royaume, Carlos VIII manquait de cette ruse. Son règne, bien que court, sert d'exemple de la façon dont le manque d'expérience et l'influence des conseillers ambitieux peuvent conduire un monarque à ruiner. Même avec le titre de roi de France, le comparer avec vos contemporains nous aide à mieux comprendre votre destin. Mais contrairement à Henrique ou aux monarques catholiques, la courte campagne italienne de Carlos VIII a eu un impact culturel surprenant. Pensez Y. Un jeune roi français, avec son armée, traversant les Alpes et arrivant en Italie. C'était une injection d'énergie, une explosion de nouvelles idées et d'art qui, jusqu'à ce moment, étaient restés relativement isolés. Imaginez la rencontre entre les artistes français et italiens, la fusion des styles architecturaux, l'influence de la peinture italienne en français, l'incorporation de nouvelles techniques et perspectives. C'était un échange culturel sans précédent, un pont entre deux mondes artistiques qui jusque-là avaient évolué relativement indépendamment. La Renaissance italienne, avec son épanouissement artistique, s'est propagée en France, même s'il est embryonnaire. L'architecture française a commencé à intégrer des éléments italiens, l'élégance et la sophistication de la Renaissance ont été divulguées devant la cour française. Ce n'était pas une conquête militaire définitive, mais une conquête culturelle. Un échange subtil mais profond qui a laissé une marque indélébile sur l'art et la culture français. Pensez à l'influence que cela a eu, non seulement dans la peinture et l'architecture, mais aussi dans la littérature, la musique et les arts décoratifs. Prosody/speak. Speak, prosodie rate égal, 90%. Imaginez ceci. Vous, un jeune roi français, vient de revenir d'Italie. L'arôme des épices et des souvenirs des palais italiens est encore frais dans votre mémoire. Non seulement vous avez vu des batailles, mais aussi un monde d'art, d'architecture et de raffinement qui éclipse tout ce que vous saviez en France. Et la splendeur de Florence, la grandeur de Rome, tout ce qui a laissé une marque indélébile en vous. Soudain, votre château en France se sent obsolète. Les fresques italiennes, la perspective de la Renaissance, l'élégance des villas,
Tout cela contraste avec l'architecture gothique de votre pays. Vous commencez à désirer une transformation, un changement d'air, une injection de ce nouveau style italien dans vos propres biens. L'influence ne se limite pas à l'architecture, bien sûr. Les artistes italiens, avec leurs techniques innovantes et leur vision du monde, commencent à atteindre votre coupe. Ces peintures, ces sculptures, ces créations, tout influence la façon dont l'art est vu et perçu en France. L'élégance italienne se transforme en mode, dans la décoration des palais, même dans les coutumes de la cour. Un échange culturel fascinant se produit. Mais comment Carlos VIII est-il arrivé à notre culture populaire? Vous en souvenez-vous en tant que roi simplement dans les livres d'histoire? Eh bien non. Sa silhouette, malgré sa courte vie et son règne, a inspiré les écrivains et les cinéastes. Pensez aux romans historiques, dans des films épiques. Pouvez-vous imaginer un film sur votre campagne italienne? Les batailles, les palais de la Renaissance, le drame. Il y a un potentiel narratif incroyable là-bas. Bien qu'il ne soit pas un personnage aussi célèbre que les autres rois français, sa silhouette jeune et ambitieuse, son aventure italienne brève mais intense, ils font de lui un personnage idéal pour la fiction. Imaginez une scène. Lui, entouré de réalisateurs, discutant de la stratégie pour conquérir Naples. Tension, ambition, incertitude, une scène parfaite pour le cinéma. Il n'y a peut-être pas de film biographique dédié exclusivement à lui, mais son histoire a été liée aux autres, apparaissant comme un personnage secondaire, un catalyseur d'événements. Pensez aux possibilités. Une romance au milieu de la guerre, des intrigues palatiales, des trahisons. Son histoire est pleine de potentiel d'être adaptée à différents médias. Que pensez-vous d'une mini-série? Ce serait épique. Mais qu'est-ce qui est au-delà des batailles et des intrigues palatiales? Votre règne, Carlos, est plein de mystères qui continuent de parler. Étiez-vous vraiment aussi naïf que les historiens peignent, ou avez-vous joué un rôle plus stratégique que l'on croit? Vous avez-vous complètement manipulé ou avez-vous pu prendre vos propres décisions, même s'ils avaient tort? La vitesse de votre conquête italienne, était-ce un génie ou une folie? Certains disent que votre ambition vous a aveuglé, d'autres qui vous ont favorisé. Qu'en penses-tu? Était-ce un coup de chance, une stratégie de maîtrise ou une combinaison des deux? Et en parlant d'Italie, jusqu'où irait votre ambition si vous aviez vécu plus longtemps? Votre décès prématuré à 28 ans laisse de nombreuses questions sans réponse. Votre santé fragile a-t-elle vraiment influencé vos décisions? Ou a-t-il été victime d'un complot? Que se serait-il passé si vous aviez plus vécu? Le cours de l'histoire européenne aurait-il changé? Auriez-vous consolidé votre pouvoir en Italie ou auriez-vous fait face à une plus grande résistance? Alors, quel était votre héritage, Carlos? Malgré votre courte durée de vie et votre règne, vous avez laissé une empreinte indélébile. Votre ambition, bien que mal dirigée par vos réalisateurs, a favorisé les changements dans la politique française. Et la guerre de l'Italie, bien qu'elle se soit terminée par un échec pour vous, a marqué un tournant dans les relations internationales et les aspirations à l'expansion française. Votre mort prématurée, à 28 ans, a laissé un aspirateur de pouvoir qui a déclenché de nouvelles luttes et conflits. Malgré cela, votre chiffre rappelle la fragilité de la puissance et de l'influence que les réalisateurs peuvent exercer sur un monarque jeune et inexpérimenté. Êtes-vous devenu un pion à un jeu beaucoup plus grand que vous? Au-delà des victoires et des défaites militaires, votre règne représente une période de transition dans l'histoire de la France. Le passage du médiéval à la Renaissance se reflète dans votre figure. Un enfant roi victime des ambitions des autres, mais, cependant, a marqué un tournant dans l'histoire française. Votre histoire nous rappelle l'importance de la stabilité politique et l'influence des chiffres entourant le pouvoir. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais comment savons-nous tout cela? Pour comprendre la vie de Carlos VIII, vous devez entrer dans les sources historiques. Je vous recommande de commencer par des chroniques contemporaines. Imaginez lire les histoires de ceux qui le connaissaient, ses courtisans, ses ennemis. Ces paroles vous transporteront directement dans l'époque. Il cherche des chroniques françaises et italiennes, car son règne a frappé les deux nations. En plus des chroniques, il existe de nombreuses études historiques modernes. Recherchez des livres universitaires qui analysent leur règne, leur campagne militaire et son impact sur la politique européenne. Ne vous limitez pas à un seul auteur. Comparez différentes perspectives pour obtenir une vision plus complète. N'oubliez pas que l'histoire est un processus d'interprétation, et chaque historien contribue à sa propre analyse. Si vous préférez un format plus visuel, il y a des documentaires sur la période qui pourraient vous aider. Recherchez ceux qui se concentrent sur la figure de Carlos VIII ou dans les guerres italiennes. Ces documentaires incluent généralement des images de fichiers, des loisirs et des entretiens avec des experts, ce qui peut enrichir votre compréhension. N'oubliez pas de contraster les informations provenant de différentes sources. Et ici, nous arrivons avec l'histoire du jeune roi Carlos VIII. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le passé, plein d'intrigues, de guerres et de la vie complexe d'un monarque qui, malgré son jeune âge, a marqué l'histoire de la France. N'oubliez pas que l'histoire est bien plus que des dates et des noms. C'est un récit de vie humaine, plein de succès et d'erreurs, de triomphes et d'échecs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer de futurs épisodes sur les personnages historiques fascinants. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous l'avez aimée et laissez-moi un commentaire me disant ce que vous pensez de l'histoire de Carlos VIII. Votre opinion est très importante pour moi et m'aide à m'améliorer. Je tiens à remercier particulièrement tous ceux qui ont contribué à la création de cette vidéo,
De l'enquête à l'édition. Votre soutien est essentiel pour vous de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que l'histoire est pleine de surprises et de personnages fascinants. Continuez à explorer, continuez à apprendre et jusqu'à la prochaine aventure historique. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'apprentissage de Carlos Huy. Si vous l'avez aimé, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Que pensez-vous de votre destin tragique? Prosodie, Speak.